de imediato a palavra à sala e, portanto, se há quem queira colocar já alguma questão, gostaríamos que começasse assim. Já sabem que podem falar livremente em português, francês e inglês. Se for em português, nós traduzimos. Em francês e inglês, podem se dirigir diretamente a Jorge Zidane. Há um microfone na sala, onde está o microfone? E na página commence. Merci pour le choix de ces films. Je connaissais même pas le film de Manuel de Oliveira. Comme vous avez présenté votre choix à partir d'un rapport entre poésie et cinéma, et des éléments que vous avez présentés pour faire ce rapport, c'était la césure, le rythme poétique, mais vous n'avez pas parlé de rythme. Vous avez parlé de lignes tronquées, lignes pas alignées. Et la poésie, peut-être que ce n'est pas des lignes, c'est une autre chose. Et l'autre élément, c'était le flou, qui flotte. Et j'ai trouvé que votre choix est très compliqué, très étrange dans la pensée. Et est une espèce de pot-pourri où il y a des élans formels qui sont repris d'une manière très surprenante depuis le début, depuis le film de Man Ray jusqu'à le film de cette femme que je ne connaissais pas, Farrokhzad. Je crois que dans ce dernier film, il y a une chose que peut-être dans le film de cette grecque Maria Kokoa, il y a aussi, mais très foncé, très dur, très foncé, très profond. C'est une vision de la vie. La vie humaine est douleur. Et cette vision est pleine de miséricorde, de jeu. Les enfants sont très importants dans ce film. Ils sont comme le représentant de toutes les possibilités de la vie, d'être témoin d'eux et ne vouloir pas être témoin d'eux, comme la petite fille qui va sur le... comment ça se dit en français? O carrinho de mão, aquele carrinho que ela vai com a boneca. Poussette? Non, c'est pas une poussette. Non. Quelqu'un? Oui. Avec une poupée qui regarde et il y a des mouvements de refus dans son regard. Il y a des mouvements de surprise, étonnement et une espèce de douleur pas encore exprimée, je sais pas encore formulable. Et il y a le jeu des garçons avec le ballon. C'est formidable ce petit enfant et les autres qui ne sont pas des petits. Il y a des gens qui sont déjà grands, il y a des jeunes. C'est comme on guide cet enfant pour les autres. Et aussi ce rapport entre le garçon qui va jusqu'à ce vieux qui est sur le sol avec m'excuse canadienne, bien français. Les béquilles, la béquille, et qui joue en imitant notre enfant qui était une fille. C'est-à-dire il y a une richesse, une fécondité énorme dans toutes ces images des enfants
qui en même temps se reproduit avec un degré et une échelle différente dans les adultes, chez les adultes et les femmes, surtout les femmes. Et puis il y a la compassion, la miséricorde, cette compassion énorme des gens qui soignent les malades. C'est-à-dire, ce film, le contenu de ce film et le rapport avec la forme est tellement puissant qu'il brise, sauf dans le cas de Maria Cour, il brise tous les données formelles qui, par rapport aux autres films, pourraient être mises en évidence immédiatement. Dans ce film, les éléments formels sont tout à fait absorbés par cette vision de la vie, par la fin avec laquelle le film a été tourné, n'est-ce pas? Il y a une fin pédagogique en même temps, mais la pédagogie est tout à fait, pas annihilée, mais c'est une espèce de résurrection. La pédagogie souffre une morte, là. Elle est morte, la pédagogie, pour faire une espèce de résurrection, pas esthétique, isolée, mais malgré tout esthétique. J'ai parlé trop déjà. D'abord, je vous remercie de m'accueillir dans ma langue. C'est très gentil parce que je suis chez vous. Donc, je suis très touché que vous acceptiez que je parle français, mais même, voilà, vous faites un effort. Vous avez dit beaucoup de choses. Je vais repartir de la fin, peut-être, de ce que vous avez dit. Je ne vois pas comme vous une différence totale entre le dernier film et les autres. Dans le dernier film, ce que vous admirez, c'est, vous dites, la forme est absorbée par cette vision de la vie. Mais la forme, elle est là, elle est absorbée, mais elle est en même temps extrêmement affirmée. Ce rythme de cet homme qui danse comme ça, les sons. Chaque fois que je vois ce film, j'admire encore plus le montage des images. Donc là je vois bien que ces deux aspects dont vous parlez, je ne dirais pas que la forme est absorbée. Elle est je la vois au contraire surgissante, et c'est quelque chose qui, jusque dans la préparation du mariage, la beauté, le maquillage, donc la forme n'est pas quelque chose qui est extérieur à la vie. C'est vraiment impossible de les séparer. Voilà, mais pas non plus dans le Pasolini, ni dans le Manuel de Oliveira, parce qu'il y a la vie, il y a tout à coup cet homme qui arrive, qui est vivant, voilà, c'est... En même temps, dans le Manuel de Oliveira, il y a une forme extrêmement puissante. Justement, j'ai été très touché par le retour des premiers plans qui reviennent, qui sont en lien aussi avec la question de la vague. Alors oui, c'est un pot pourri, mais en même temps vous dites qu'il y a des éléments formels qui reviennent. Donc c'est pas tout à fait un pot pourri, je dirais, de pur disparate. C'est un disparate, oui. Pardon ? Ce n'est pas calculé, mais je vais spontanément vers précisément des objets dans lesquels les éléments formels et les éléments, je dirais, vitaux, pour employer votre vocabulaire, mais je pourrais dire aussi
pathique, pathos, vitaux, si vous voulez, vont ensemble. De la même façon, quand vous avez dit sur le film de Maria Calcutta, la vie est douleur, et puis en même temps, il y a le jeu. Ces gens dansent, par exemple, ou bien cet homme qui tourne en rond, là. En fait, chez les Grecs, dès qu'ils voient cet homme, ils éclatent de rire, parce que c'est l'équivalent de Toto en Italie ou de Rému en France. C'est un grand acteur comique, très populaire. C'est pas du tout. Donc, douleur avec jeu, jeu avec douleur, je serais tout à fait d'accord. Et puis finalement, pour votre première question, moi j'arrive dans une cinémathèque et je ne sais pas du tout à qui je vais parler. Parce que là, dans le séminaire de Joao, tout le monde a fait un doctorat, tout ça. Mais ici, je ne sais pas, ce que je veux simplement dire, c'est que oui, vous avez raison, la question, c'est la question du rythme. Oui, c'est la question. Mais on peut l'envisager à partir, notamment, dans la technique du montage, tout simplement. Et ce que j'ai dit au début, en me référant à Eisenstein lui-même, Eisenstein qui disait, je répète, que je trouve ça tellement beau, sur la nature dionysiaque du montage, dans la mesure où, pour faire un montage, en tout cas quand on travaille avec la pellicule, on doit couper avec des ciseaux, on doit donc démembrer, et de ce démembrement, de cette destruction, donc de cette douleur, naît un jeu et une danse. C'est-à-dire le montage, c'est aussi ce qui fait danser les plans entre eux, non? Je me tourne vers vous, vous savez mieux que moi. Donc, si j'ai dit ligne tronquée, c'est pour ne pas être trop technique, ou par exemple ne pas parler de la notion de césure chez Hölderlin, qui concerne la césure du verre, mais qui est bien sûr une notion extrêmement élaborée sur la question du rythme. Mais je suis d'accord, le grand problème, c'est le rythme. Je vous remercie. La question du montage. Vous avez comparé le montage à la mort de Dionysos et le décor est extraordinaire. Le petit dieu est là, Dionysos enfant, les corybantes dansent et puis tout d'un coup ils se ruent sur lui, ils le dépaissent et puis il renaît à gloire. Et pourtant le montage est très apollinien. Parce que parce qu'il faut construire un film avec une logique. Alors, d'abord, je n'ai pas dit le montage c'est Dionysos, c'est Eisenstein qui l'a dit. Je suis désolé. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire de la même façon que dans la précédente question, il faut toujours mettre les choses ensemble. Il n'y a pas un art unilatéralement dionysiaque et un art unilatéralement apollinien. Alors bien sûr, justement, le Potemkin qu'on étudie ensemble en ce moment, c'est l'exemple même du fait que pour que le cri des femmes qui se lamentent nous parvienne, il faut le construire. C'est donc une opération apollinienne, dans ce sens, en vue de nous faire parvenir un geste, un rythme de type dionysiaque. Je préciserai d'ailleurs que Apollon
est un dieu encore plus terrifiant et cruel que Dionysos. Apollon, le couteau à la main. Vraiment, Apollon, c'est terrible aussi. Apollon, c'est ok, la guitare, et voilà. Mais bon, les deux, là aussi, pardonnez-moi, je fais un peu le même genre de réponse. Il y a une coexistence nécessaire des deux. Ah, vous êtes d'accord? Les deux divinités sont complémentaires, absolument complémentaires. Complètement. Je vais préciser peut-être une chose. Parce que là aussi, quand je dis je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas par exemple si les débats esthétiques sur l'art contemporain vous passionnent ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me frappe là dans ce qu'on est en train de commencer de dire, c'est que très souvent, la critique d'art, en cinéma, je ne sais pas, n'est pas dialectique. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on parlait tout à l'heure de bataille, on a parlé après de bataille de l'informe, et par exemple, une critique d'art très célèbre aux États-Unis, Rosalind Krauss, a fait toute une théorie de l'informe qui est anti-dialectique. On refuse la dialectique. Donc, l'informe, ce n'est pas seulement l'autre de la forme, c'est vraiment... Alors, il ne peut pas y avoir, selon elle, il y a toute une tradition anti-dialectique, notamment en France. Un auteur très anti-dialectique, c'est Roland Barthes, par exemple. Roland Barthes qui a eu beaucoup d'influence sur le discours concernant notamment la photographie. Deleuze aussi était anti-dialectique, mais pour des raisons bien plus intéressantes, à mon avis. Et alors moi, au contraire, je garde ce mot, dialectique. Mais je le garde avec des auteurs qui ont fait de la dialectique quelque chose d'impossible à synthétiser. Le premier d'entre eux, c'est Bataille, et un autre, c'est Walter Benjamin. Ce sont des gens qui parlent sans arrêt de dialectique, mais bien sûr, ils n'en parlent pas pour faire une réconciliation des contraires, etc. La leçon hegelienne qu'on apprend au lycée. Non, ils font quelque chose d'autre. Mais ils gardent les deux aspects, toujours, cette espèce d'inquiétude. Et pourquoi, par exemple, j'ai fini cette programmation avec ce film très dur, c'est justement dans l'idée que pour moi c'est un film absolument politique, hein, et c'est un film en même temps absolument, je dirais, documentaire et même pédagogique, puisque c'était son... faire la séparation, c'est ce qu'on fait toujours, mais là, elle n'existe pas, cette séparation. Les deux éléments sont ensemble, et ça nous dit beaucoup sur la poésie, que la poésie, ce n'est pas, je dirais, pour reprendre les termes d'un très grand poète, qui est Baudelaire, ce n'est pas la fantaisie personnelle d'un poète, c'est pas ça la poésie. Pas du tout, pas du tout. La poésie, si je reprends les termes de Baudelaire, c'est la mise en acte d'une faculté qui s'appelle l'imagination et qui n'a rien à voir avec la fantaisie personnelle, qui est au contraire, selon Baudelaire, la façon de voir les rapports, comme il dit, les rapports secrets entre les choses, les correspondances, les analogies entre les choses qu'on ne mettrait pas ensemble normalement et qui ont pourtant un rapport profond. Donc, si j'ai fait un pot pourri, alors, où il est raté... Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est où il y a un rapport quand même entre les choses différentes, et là, il y a un acte d'imagination, où il n'y a aucun rapport, et là, c'était gratuit. Donc, ce qui est touchant dans les poésies, y compris les plus lyriques,
c'est cet élément, je dirais, presque objectif. Je dis objectif parce que je pense en particulier, on en a aussi parlé au séminaire, à ce poète américain qui s'appelle Charles Reznikoff, qui se dit poète objectif, dans le sens où il n'utilise que des éléments documentaires. C'est-à-dire, il prend par exemple des paroles au tribunal, et la mise en rythme de ça, c'est un poème objectif, c'est-à-dire un poème documentaire. Brecht a fait des choses comme ça aussi. Bon. Où est-ce que vous êtes? Je vais essayer de parler français, mais peut-être je mixe avec l'anglais. Ok, no problem. Pour moi, quand vous avez donné les mots couper et tourner, et j'ai vu les 5 films, je n'avais pas les pots pourris. Au contraire, j'ai vu que Walter Benjamin et les fantasmagories, fantômes de qui il parle, et ici maintenant, avec nous. Alors, le cinéma et ce que de Baudelaire, Walter Benjamin parle, et Pasolini, quand il dit il n'y a pas de temps pour être innocent, je pense qu'il peut-être c'est pas une coïncidence les 5 films que vous avez choisis, parce que notre temps, voilà, on peut être pas innocent et couper et tourner. Il faut que nous coupe et nous tourne. Et alors, j'ai vu ça, c'est mon... Merci beaucoup pour ce mot de fantôme, bien sûr. Donc, si je reprends, par exemple, les films les uns après les autres, très brièvement, dans le film de Man Ray, Kiki de Montparnasse est alternativement un fantôme par le biais de cette chose interposée devant l'objectif. Elle est alternativement un fantôme et même une déesse, Cybèle, et une femme avec une, comment dire, extrêmement réaliste, l'image mise au point, etc. Alternativement. Dans le film de Pasolini, ça c'est toute une histoire. Ninetto est un fantôme. Bon, moi je le vois comme un fantôme, mais bon, peut-être j'exagère, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi. En fait, il y a une réalité pour Pasolini, c'est l'histoire. Et ce qui est paradoxal et très beau dans ce film, c'est que l'histoire apparaît de façon fantomatique, avec les surimpressions d'actualité. Mais c'est ça la réalité, c'est l'histoire. C'est l'histoire dans laquelle justement les innocents n'ont plus la place. Donc, la réalité politique et historique apparaît de façon fantomatique. D'ailleurs, c'est une anticipation fabuleuse des histoires du cinéma. C'est 1963, je crois, ce film, je ne sais plus. C'est justement le film dont Godard n'a jamais parlé. Il a finalement parlé de l'Arabia vers la fin, mais celui-là, il n'en parle jamais. Pourtant, il est. Et inversement, Ninetto est vu. Alors, je fais un. On a combien de temps? Parce que je ne veux pas être trop long non plus.
comme tu veux, comme je veux. Je vais faire un petit détour. Je considère Pasolini comme un cinéaste à la fois révolutionnaire et warburgien, au sens où il s'occupe de survivance. Il est, bien sûr, Warburg, il ne le connaissait pas vraiment, mais il connaissait très 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 bien des auteurs italiens très proches de Warburg. Donc il y en a un qu'il connaissait très certainement, qui a été une influence fondamentale pour Warburg. Il s'appelle Andrea de Giorgio, il a écrit au XVIIIe, XIXe siècle, et il a écrit un livre incroyable dans lequel il dit que les gestes qu'on voit sur les monuments de l'Antiquité, les vases grecs, les gestes des dieux, les gestes des dieux, ont disparu de notre civilisation, sauf dans le lumpen prolétariat. C'est-à-dire que cet homme qui vivait à Naples, il allait au musée archéologique, il voyait les dieux faire ça, et puis il allait dans les bas-fonds de Naples et il voyait des jeunes gens faire ça. C'était une hypothèse peut-être extrême, mais en tout cas qui a fasciné Taylor, l'anthropologue Taylor, qui a inventé le concept de survival et qui a fasciné Warburg et que Pasolini connaissait. De plus, Pasolini était tout complètement contemporain et très proche. Vraiment, il a eu même un prix littéraire, ils ont eu un prix littéraire ensemble. C'est Ernesto de Martino, grand ethnologue qui étudiait les gestes des Italiens contemporains en disant, eh bien ces gestes, ils viennent de très 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 loin. Il a écrit un livre qui s'appelle Morte e pianto rituale, depuis l'Égypte jusqu'à l'Italie contemporaine. Donc il prend des images extrêmement anciennes, il fait lui-même des photos et des films dans l'Italie du Sud, et oui, les femmes se lamentent en Italie dans les années 60, comme en Grèce au 8e siècle avant Jésus-Christ, selon lui. Donc, Pasolini, il est absolument convaincu de ça, et il est en plus convaincu que cette survivance des gestes, c'est un facteur révolutionnaire, parce que c'est un facteur de résistance à la société de consommation. Donc, j'en déduis que pour lui, Ninetto, c'est un dieu antique. Ou bien, comme Warburg aurait dit, lui, c'est Nymphe. Ninetto, c'est Nymphe, c'est la nymphe antique qui surgit au milieu d'une rue de Rome avec des gestes d'une telle liberté qu'on peut dire, voilà un petit Dionysos. Voilà. Donc c'est un fantôme. Ou alors plutôt, notre monde est le fantôme dont lui est la vivacité, ou je ne sais pas, vous voyez. Dans le film de Mariaco Puta, eh bien évidemment, il y a une opération fantomatique sur les gestes mêmes, mais je dirais aussi, tenez, peut-être je vous donne cette précision, c'est pas inintéressant. Elle vivait en France quand elle a fait ce film. Les films qui l'intéressaient sont absolument inaccessibles et peut-être détruits à la Cinémathèque d'Athènes. Donc, elle n'a pu y accéder que par Internet, donc sur des documents vidéo numériques. Elle a fait tout son traitement sur un ordinateur, évidemment, et puis elle a obtenu un film que les gens trouvaient très très bien, mais elle n'était pas du tout satisfaite. Elle a donc filmé en 16 mm pellicule un écran vidéo sur lequel elle passait son film vidéo. C'est devenu donc un film pellicule qu'elle a elle-même, ça vous avez dû en discuter avec Nicolas Ray, qu'elle a elle-même
elle a fait tout le développement et le tirage elle-même. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a deux techniques antithétiques dans le même film. Il y a des techniques qui appartiennent à des âges différents. Pasolini fait ça aussi, il met des techniques qui n'ont pas la même époque. Et ça, c'est magnifique. Ça, je trouve ça fantastique. Je sais pas. Je trouve ça fantastique. L'anachronisme des techniques me semble quelque chose. Dans le film de Manuel de Oliveira, il y a, enfin, vous le diriez mieux que moi, parce que moi je n'ai pas bien compris toutes les paroles, mais c'est complètement fantomatique. Hein. Voilà. Le film le moins fantomatique, c'est le dernier. Parce qu'ils sont tellement devant nous. Mais en même temps, il y a cet anachronisme. Il y a cet anachronisme, il y a cette conjonction de temps hétérogène qui fait que, voilà, ces enfants, lépreux, c'est les années 60, à côté, il y a un puits de pétrole, vous voyez, enfin, donc, et ces enfants ces enfants sont très anciens. Voilà. Merci pour le fantôme.